Nous sommes en 1998. Le Venezuela est au sommet de sa puissance. Avec les plus grandes réserves de pétrole du monde derrière lui et une classe moyenne croissante et bien formée, le pays est considéré comme un ancrage économique et un modèle pour toute l'Amérique du Sud. L'infrastructure du pays est bien développée. Les villes modernes témoignent du progrès et de la prospérité. Le système éducatif jouit d'une grande réputation et attire des étudiants de toute l'Amérique du Sud, et l'espérance de vie ne cesse d'augmenter grâce à l'excellence des soins de santé. Le Venezuela est souvent décrit comme le Dubaï de l'Amérique du Sud, et le pays a le potentiel d'utiliser sa richesse de manière durable, afin d'assurer la prospérité des générations futures. Mais tout se passe autrement. En moins de 2 décennies, le Venezuela s'effondre, passant du statut de pays le plus riche d'Amérique du Sud à celui de pays le plus pauvre. Plus de 20% de la population fuit à l'étranger, le système de santé s'effondre et des maladies éradiquées depuis longtemps se répandent dans les bidonvilles de la capitale, autrefois florissante. Celle-ci est désormais considérée comme l'une des villes les plus dangereuses du monde et la population vit dans la crainte permanente d'agressions, d'enlèvements et de meurtres. Les écoles sont également quasiment inexistantes et la monnaie nationale a perdu 99,99% de sa valeur. Il en résulte l'une des plus grandes catastrophes humanitaires de l'hémisphère occidental. Mais comment un pays disposant des plus grandes réserves de pétrole du monde a-t-il pu tomber aussi bas? Pourquoi ne semble-t-il pas y avoir d'issue pour le pays? Et pourquoi tout pourrait-il être encore pire après les élections de fin juillet? C'est à toutes ces questions passionnantes que nous nous intéressons dans la vidéo d'aujourd'hui. Amusez-vous bien! Le Venezuela dispose des plus grandes réserves de pétrole prouvées au monde. Au total, près de 50 milliards de tonnes, ce qui le place clairement devant les pays suivants, à savoir l'Arabie saoudite, le Canada et l'Iran. Au fil des décennies, le pays est ainsi devenu l'État le plus prospère de toute l'Amérique latine et du Sud. En effet, cette richesse a permis au Venezuela d'offrir un niveau de vie élevé à ses citoyens tout en s'imposant comme une puissance économique dans la région. Avant l'ascension d'Hugo Chavez en 1999, le Venezuela connaissait une période de relative stabilité et de prospérité. Les revenus du pétrole alimentaient les caisses de l'État et finançaient de vastes programmes sociaux et des projets d'infrastructure. Des chefs de gouvernement compétents ont encouragé l'éducation, la santé et le secteur public. Néanmoins, 2 problèmes subsistaient: la répartition toujours inégale de cette immense richesse et la corruption qui en résultait. Et c'est précisément à cela qu'un homme a voulu mettre fin à la fin des années 90. Hugo Chavez a déclaré la guerre au capitalisme et a promis une nouvelle ère dans l'histoire vénézuélienne. Sa révolution bolivarienne promettait d'utiliser la richesse pétrolière du pays pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. La vision de Chavez d'une société plus juste a d'abord été largement soutenue par la population. Il a mis en place de vastes programmes sociaux et a nationalisé des industries clés afin de prendre le contrôle des ressources du pays. Ces développements, apparemment positifs, ont toutefois jeté les bases de l'effondrement ultérieur du Venezuela. La dépendance croissante vis-à-vis des revenus pétroliers, associée à des restructurations économiques de grande ampleur, allait s'avérer fatale. L'une de ces décisions les plus lourdes de conséquences a été la nationalisation massive d'entreprises privées et d'actifs étrangers. Des centaines d'entreprises, dont des projets pétroliers de grands groupes comme ExxonMobil et ConocoPhillips, ont été placées sous le contrôle de l'État. Cette mesure, censée répartir plus équitablement les richesses du pays, a en fait entraîné une détérioration de l'efficacité et de la productivité économique. Parallèlement, Chavez a instauré un contrôle strict des prix des denrées alimentaires de base et d'autres marchandises. L'idée était de rendre les biens plus abordables pour la population la plus pauvre. Dans la pratique, cela a toutefois entraîné des pénuries à grande échelle.
car les producteurs ne pouvaient plus réaliser de bénéfices avec les prix fixés par l'État. La production nationale a diminué et le Venezuela est devenu de plus en plus dépendant des importations. Paradoxalement, cette politique a créé une nouvelle classe d'élites prospères. Celles-ci ont profité des marchés noirs et des liens avec le gouvernement. Alors que de nombreux Vénézuéliens souffraient de la pénurie, ces groupes ont accumulé des richesses considérables, une évolution qui était en totale contradiction avec les idéaux socialistes proclamés par Chavez. Mais la faiblesse la plus fatale du modèle économique de Chavez était bien sûr son extrême dépendance au pétrole. Le Venezuela s'est concentré presque exclusivement sur l'extraction du pétrole, négligeant les autres secteurs économiques et se rendant ainsi extrêmement vulnérable aux fluctuations du prix mondial du pétrole. Le secteur pétrolier représentait 95% des recettes d'exportation. Cette monoculture allait s'avérer désastreuse. En effet, la chute doublement dramatique du prix du pétrole dans les années 2010 a révélé sans ménagement la fragilité de l'économie vénézuélienne. Le prix du baril est passé de 111 $ US à seulement 27 $ US. Pour un pays qui avait axé toute son économie et ses programmes sociaux sur des revenus pétroliers élevés, c'était catastrophique. Les recettes de l'État se sont effondrées et le gouvernement n'a plus pu financer ses importantes dépenses sociales. Lorsque Chavez est décédé en 2013, de nombreux Vénézuéliens ont donc placé leurs espoirs dans un successeur compétent. Mais en réalité, les choses allaient encore empirer, car en 2013, Nicolás Maduro a pris la présidence du Venezuela. Fidèle partisan de Chavez, Maduro a poursuivi la politique de ce dernier, mais en renforçant les mesures déjà problématiques. Sous sa direction, le déclin économique et social du Venezuela s'est accéléré de manière dramatique. Ces développements ont jeté les bases d'une crise humanitaire d'une ampleur alarmante. La combinaison d'une mauvaise gestion économique, de l'effondrement de la production nationale et du tarissement des revenus pétroliers a entraîné des pénuries extrêmes de nourriture et de médicaments. La population vénézuélienne, autrefois prospère, s'est soudainement retrouvée confrontée à la faim et à la malnutrition. Maduro a en outre consolidé son pouvoir en réprimant et en manipulant de plus en plus le système politique. Il a restreint la liberté de la presse, réprimé les opposants et utilisé le contrôle des institutions publiques pour consolider sa position. Les élections de 2018, au cours desquelles Maduro a été réélu, n'ont été ni libres ni équitables et ont entraîné une condamnation internationale et un isolement accru du Venezuela. Les conséquences économiques de la politique de Maduro ont été désastreuses. Le Venezuela a connu l'une des pires hyperinflations de son histoire. Le taux d'inflation annuel a atteint le chiffre incroyable de 130 000% en 2018 et est resté extrêmement élevé en 2023, à 190%. Le bolivar vénézuélien a perdu 99,9% de sa valeur en très peu de temps. Et la crise humanitaire qui s'est développée sous Maduro ne peut guère être surestimée. Un indicateur choquant de l'ampleur de la détresse est le fait qu'un bébé né au Venezuela a aujourd'hui moins de chances de survivre qu'un bébé né en Syrie, pays déchiré par la guerre. Les statistiques montrent que les 2/3 de la population ont perdu en moyenne 11 kilos. Les services de santé, autrefois robustes, se sont effondrés et des maladies longtemps considérées comme vaincues sont réapparues. Et tous ces facteurs ont déclenché un véritable exode massif. Depuis 2014, près de 8 millions de Vénézuéliens ont quitté leur pays, l'une des plus grandes crises de réfugiés de l'histoire récente. Ces personnes ont fui vers des pays voisins comme la Colombie, le Pérou et l'Équateur, mais aussi vers des régions plus éloignées, notamment les États-Unis, à la recherche de sécurité et de meilleures conditions de vie. Les effets de cette migration de masse se font sentir dans toute l'Amérique latine. Les pays d'accueil luttent pour intégrer les réfugiés, alors que, dans le même temps, une main-d'œuvre précieuse et qualifiée quitte le Venezuela.
Cet exode du capital humain complique encore davantage les perspectives de redressement futur du pays. Mais comment Maduro a-t-il réagi à cet exode massif? Celui-ci a contré la crise en niant et en rejetant la faute sur les autres. Les offres d'aide internationale ont souvent été rejetées, car elles étaient présentées comme une ingérence dans les affaires intérieures. Au lieu de cela, le gouvernement a accusé les puissances étrangères, en particulier les États-Unis et la CIA. Les sanctions seraient responsables de la misère du pays, bien que les problèmes économiques aient commencé avant la plupart des sanctions internationales. Récemment, des espoirs d'amélioration de la situation ont toutefois vu le jour. En effet, les États-Unis ont assoupli les sanctions si Maduro autorisait, en revanche, des élections libres. Et c'est précisément ce qui s'est passé fin juillet. Mais elles n'ont pas été aussi libres et démocratiques que prévu. Les autorités électorales vénézuéliennes avaient accordé à Maduro un troisième mandat, avec environ 51% des voix, sans publier le nombre exact de voix. Et de nombreuses autres incohérences ont été constatées. Le résultat n'a donc pas été reconnu par la plupart des États d'Amérique du Sud, ainsi que par les États-Unis. En retour, l'opposition a revendiqué la victoire. Et c'est ainsi que les jours qui ont suivi l'élection ont été marqués par des protestations et des violences massives. La situation reste brûlante et l'évolution de la situation est incertaine. La dirigeante de l'opposition María Corina Machado a toutefois mis en garde. Si Maduro décide de rester au pouvoir par la force, nous pourrions assister à une vague migratoire comme nous n'en avons jamais vu auparavant. 3, 4, 5 millions de Vénézuéliens supplémentaires en très peu de temps. La situation du pays deviendrait alors encore plus précaire. La descente aux enfers du Venezuela est donc finalement le résultat d'un mélange très toxique de mauvaises décisions politiques, de mauvaise gestion économique et de chocs externes sur les prix. La nationalisation d'industries clés, le contrôle strict des prix et l'extrême dépendance au pétrole ont rendu le pays vulnérable à la chute des prix du pétrole. La tragédie vénézuélienne est un avertissement sévère pour les autres pays riches en ressources. Elle montre l'importance d'une gestion prudente de la richesse nationale, d'institutions fortes et d'une économie diversifiée pour garantir une prospérité à long terme.